Bonjour. Premièrement, merci aux gens des rendez-vous Carbone 2020 pour l'invitation pour la présentation. Je me présente, Mathieu Lavoie, je suis ingénieur géologue de formation, spécialisé dans le forage depuis profond, depuis incliné, donc une vingtaine d'années d'expérience là-dedans. Je m'intéresse principalement à tout ce qui est réservoir profond, donc stockage, soutirement de ressources naturelles. Donc, la présentation aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous présenter, c'est au niveau de la séquestration du CO2. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire pour emmagasiner du CO2 dans le sol? Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'est la séquestration du CO2? Bien, la séquestration, c'est de prendre du CO2 qui est émis par un émetteur, de l'enfouir dans le sol, dans un réservoir qui existe déjà, et pour y stocker de façon permanente. Fait que le but, c'est pas juste de le mettre en place, c'est vraiment qu'il reste là. Les séquestrations, bien, ça peut être fait dans trois grands styles de réservoirs souterrains. Donc, on peut avoir des réservoirs de pétrole où le CO2 est ajouté au réservoir pour améliorer la capacité de production des hydrocarbures, souvent des hydrocarbures liquides. On a aussi des réservoirs, on peut avoir des réservoirs qui sont déplétés, donc un ancien réservoir de stockage de gaz ou de pétrole qu'on va utiliser pour venir emmagasiner le CO2, ou on a aussi les aquifères salins, donc c'est un réservoir qui contient une saumure, un eau qui est saturée en sel ou proche de la saturation en sel, où on va injecter le CO2 va se dissoudre dans l'eau salée, puis on va être capable d'emmagasiner une partie du CO2 à ce moment-là. Il y a trois grands éléments à respecter. Bien, il faut premièrement qu'il y ait un réservoir. Il faut que ce réservoir-là soit à une profondeur de plus de 800 mètres. Donc, à cette profondeur-là, on est capable de gérer le CO2 comme un liquide supercritique. Donc, le CO2 n'est pas liquide, il est gazeux, mais à une densité proche d'un liquide. Puis, il est considéré comme, il va avoir des écoulements métaphysiques qui ressemblent à des écoulements de liquide. Donc, la séquestration du CO2, c'est un beau concept. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? On a des exemples au Canada. Le Canada n'est pas nécessairement le leader international, mais c'est quand même un pays qui a investi beaucoup d'argent pour stocker du CO2, pour finalement augmenter la connaissance dans ce domaine-là. L'exemple de la Saskatchewan est notre exemple principal. En Saskatchewan, on a un projet qui est allé pour injecter du CO2 finalement dans un ancien réservoir d'hydrocarbures liquides. C'est un projet qui a eu lieu de 2000 à 2013. On a injecté jusqu'à 3,1 millions de tonnes par année dans le réservoir. C'était du CO2 qui était pris au Dakota du Nord, qui était transféré sur 320 km dans un pipeline pour être injecté dans le réservoir. Ils disent que, grosso modo, une tonne de CO2 leur permettait de récupérer un baril de pétrole supplémentaire dans le gisement. Donc là, on était vraiment dans une récupération tertiaire d'hydrocarbures. Suite à ça, en 2012, il y a une unité une centrale thermique au charbon qui a été rénovée, où un système de captation de CO2 était ajouté. Donc, on a eu une nouvelle source. On avait le Dakota qui venait en fournir une partie. Puis maintenant, on avait une source en Saskatchewan qui est maîtrise de CO2. Donc, une partie du CO2 qui a été pris et qui est injectée dans ce réservoir-là. Le projet d'étude est terminé. Maintenant, on passe au prochain projet, qui est le projet Aquistar, qui est finalement séquestrer du CO2 dans un aquifère salin. Donc, le CO2 était pris à la centrale au charbon, séquestré et mis dans le réservoir. Donc, présentement, ils ont injecté un petit peu plus que 0,3 millions de tonnes de CO2 dans le réservoir. C'est un réservoir qui est à environ 3,4 km de profond. Dès de grandeur, il y a un puits d'injection, un puits d'observation. Les deux puits sont à 150 mètres un de l'autre. La zone d'étude fait 5 km par 5 km. Donc, c'est vraiment un projet de recherche. Donc, c'est l'état de la situation, grosso modo, pour les connaissances au Canada. Donc, maintenant, qu'est-ce qui en vient de la séquestration du CO2 au Québec? Donc, le gouvernement du Québec a investi via le ministère de l'Environnement et le Fonds vert, 5 millions pour un projet de 5 ans, donc qui était une chaire de recherche dirigée par l'INRS. L'objectif à ce moment-là était d'évaluer la capacité de stockage du CO2 au Québec, d'évaluer quelques projets pilotes, donc de tester quelques sites d'injection, évidemment, de former une main-d'œuvre puis d'aller chercher de la connaissance au Québec dans ce qu'était la séquestration du CO2. La chaire de recherche n'a pas été renouvelée, donc le projet s'est terminé en 2013 avec un état de la situation de ce qu'était la position du Québec au niveau de la séquestration.
Donc, ce que la chaire a réalisé, ils ont réalisé une étude générale au niveau du Québec. Donc, ils ont évalué chacun des bassins géologiques du Québec pour déterminer lequel des bassins était le plus prometteur. Ils ont évidemment fait une cotation, sont arrivés avec le meilleur bassin au niveau de la connaissance des émetteurs aussi, était dans les basses terres du Saint-Laurent. Donc, tous les travaux de la chaire se sont concentrés sur une région qui est la région de Bécancour, entre Trois-Rivières, au sud de Trois-Rivières. Donc, ce qui nous intéresse présentement, on est rendu plus au niveau du sud de la Gaspésie. Donc, la sud de la Gaspésie, lors de cette étude-là, on est en 2013, donc il y a un petit peu d'informations, mais la région de Bécancour, plus d'informations. Donc, c'est là que les travaux ont été dirigés. Mais ça ne veut pas dire que la Gaspésie ne faisait pas partie des plans actuellement. Mais comme on peut voir, elle était classée au niveau 4 sur 5. Elle était classée au niveau 4 sur 5 pour une raison. En 2013, il manquait un point. Il manquait le point de l'émetteur. Donc, l'état de la situation en 2013, c'est ça. On a des émetteurs qui sont proches de la vallée du Saint-Laurent, qui sont principalement entre Québec et Trois-Rivières. Mais on n'a aucun émetteur en Gaspésie. Donc, pourquoi faire de la séquestration dans une région où il n'y a pas de CO2? Ça ne fait pas de sens. Donc, ce qui a changé, c'est évidemment, on vient placer un gros point depuis quelques années dans Baie-des-Chaleurs. Donc, on a un émetteur majeur, d'où le volet du congrès actuellement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet émetteur-là? Ça change un petit peu la donne. Donc, ça vaut la peine de commencer à penser à séquestrer dans le secteur de la baie des Chaleurs. Donc, le potentiel de la baie des Chaleurs, tantôt, je vous ai dit qu'est-ce que ça prend pour faire de la séquestration. Ça prend évidemment un émetteur, mais ça prend aussi un réservoir pour pouvoir enfouir ce CO2. Donc, est-ce qu'il y a un réservoir dans la baie des Chaleurs? Le seul puits qui a été foré dans la baie des Chaleurs a été foré une douzaine de kilomètres au nord de Passepébiac. On a été capable d'identifier dans ces roches-là une roche qui est réservoir. Donc, il y a des trous dans la roche dans lesquels on serait capable de venir injecter du CO2. Donc, ce qu'on a présentement, on sait qu'il y a des réservoirs potentiels. Donc, il y a de la roche qui pourrait contenir du CO2, dans lequel on pourrait emmagasiner du CO2. On a un émetteur de CO2. On a aussi assez d'informations géologiques pour nous permettre de tracer une bonne carte de base des projets. On a de la faible sismicité, puis on a aussi des gisements qui ont une taille assez importante parce qu'on ne veut pas faire un projet de stockage pour stocker 1 tonne de CO2. Ça ne vaut absolument pas la peine. On veut faire des projets de stockage pour stocker jusqu'à des millions de tonnes de CO2. Donc, ça prend quand même des superficies, des grosseurs de projets intéressantes. Maintenant, pour les superficies, quand on regarde le sud de la baie des Chaleurs, évidemment, on va essayer de rester le plus proche possible de notre émetteur principal, donc le plus proche possible de Port-Daniel. On a trois grandes zones qui sont potentielles. Donc, on a le secteur proche de Port-Daniel, qui est une zone qui fait autour d'une centaine de kilomètres de superficie. On a un secteur qui est à mi-chemin, finalement, qui est pas mal sur la pointe de la baie, qui est un petit peu plus gros, autour de 500 km. Puis après ça, un secteur ouest qui est aussi aux horizons de 150 km. Donc, on a trois grands secteurs d'intérêt. Donc, on a un potentiel. Maintenant, on commence à parler d'un potentiel. On a une roche dans laquelle on pourrait mettre du CO2. On a des grandeurs de terrain sur lesquelles ça vaut la peine de commencer à faire l'exploration. Maintenant, qu'est-ce que ça donne côté volume? Je me suis amusé à faire, je sais que la diapo est un petit peu chargée, mais je me suis amusé à faire un petit calcul volumétrique. Donc, on prend la superficie, on prend une épaisseur de roche, on y applique une porosité, donc une certaine quantité de trous qui est dans la roche. Donc ça nous donne l'espace qui est disponible entre nos grains dans la roche. Il n'y a pas 100% de cet espace-là qui est disponible pour qu'on puisse mettre du CO2. Donc, on va appliquer un facteur qui est un facteur d'efficacité du stockage. Donc, c'est un facteur qui va varier entre 0,5 jusqu'à 5% de l'espace disponible entre les grains qui va pouvoir être utilisé en stockage. Donc, puis on va faire des approximations. On va dire, OK, si j'ai un bon facteur, je peux aller chercher tant. Donc, tout ça nous rouvre vers une fenêtre d'opportunité qui varie entre possibilité de stocker 15 millions de tonnes, une possibilité de stocker 1500 tonnes, 1500 millions de tonnes. Donc, si on prend un ciment mécaniste qui émet 1,7 million de tonnes de GES, on dit, regarde, on va être simple, on va prendre juste 1 million de tonnes pour que les calculs soient simples. Donc, on a un projet qui varie entre 15 ans et 1500 ans. Un projet qu'on pourrait dire à première vue qui est quand même une belle grosseur.
Maintenant, c'est beau le temps. Y a-t-il un intérêt économique à ça? Bon, la première fois qu'on s'est intéressé au projet, quand Ciment Mécanisme sont arrivés, 2016, on commence à trouver ça intéressant. On dit, bon, OK, la tonne de CO2 était à 12 piastres, on est rendu à 17 piastres US. Fait qu'on estime, mettons, à 23 piastres canadiens. 15 millions de tonnes à 23 piastres canadiens, on a un projet qui vaut à peu près 34 millions. Mais si je suis rendu à 1500 tonnes, ben, j'ai un projet qui vaut 34 milliards. Juste en crédit carbone. Donc, je ne vous dis pas que c'est une rentabilité de 34 milliards, c'est un projet qui a cette envergure-là. Donc, c'est quand même des projets qui ont une certaine grosseur qui valent la peine qu'on s'y intéresse. La clé du succès, c'est des projets qui sont majeurs. C'est sûr qu'il y a des projets qui vont avoir un important volet d'acceptabilité sociale parce qu'on va quand même stocker quelque chose dans le sol à une certaine profondeur, du CO2 qu'on ne voulait plus en surface, qu'on va stocker. Donc, il faut que la population comprenne l'enjeu. Au début du projet, avant de commencer à consacrer des dollars en exploration, puis en forage, puis en travaux, il faut que la communauté veuille ce projet-là. Donc, il faut que ce soit un projet qui soit basé, qui soit monté par la communauté, qui soit supporté par la communauté aussi. Après ça, on pourra faire les autres étapes qui sont de la science. Il faut que les secteurs qui sont à l'étude, tantôt je vous ai montré 3 grands secteurs, ce n'est pas 100% de ces secteurs-là qui peuvent être explorés pour le stockage. Donc, il va y avoir certaines zones où les gens ne voudront pas qu'on travaille, où ce n'est pas intéressant. Il faut que ces zones-là soient définies très, très tôt dans le projet pour qu'on se consacre uniquement dans les zones qui ont de l'intérêt. Donc, les zones exclues, il faut, dès le début du projet, qu'ils soient connus. Ça nous prend des décideurs qui veulent. Faut pas convaincre chaque palier de gouvernement que c'est intéressant, puis chaque décideur à chaque élection que c'est un projet qui est intéressant. Il faut que ce soit un projet qui soit communautaire, que les décideurs, peu importe les générations de décideurs, appuient le projet, parce que c'est des projets qui vont s'étaler sur des dizaines, voire des vingtaines, puis si le projet fonctionne, bien après ça peut être sur une centaine d'années de stockage. Donc, c'est important que la communauté soit là, puis que les décideurs soient là. Ça prend évidemment un intérêt de l'émetteur. Si l'émetteur ne veut pas en entendre parler, on vient de régler le problème, on met un gros X sur ce projet-là. Donc, ça prend un intérêt de l'émetteur parce que c'est l'unique émetteur présentement qui est assez gros pour gérer des projets comme ça. Et évidemment, bien, au bout de la ligne, ça prend aussi un intérêt du gouvernement. Il faut que le gouvernement ait un intérêt à aller vers la séquestration du CO2. Il semble que oui, parce qu'il avait quand même mis de l'argent initialement jusqu'en 2013 là-dedans. Il n'y a pas eu de report de cette chaire-là. Les gens sont toujours en place, donc il y a toujours cette connaissance au Québec-là. C'est sûr qu'au niveau mondial, la connaissance a continué à monter. Donc, la séquestration n'a pas arrêté d'avancer pendant que nous autres, on a arrêté d'investir. Puis ben, après ça, ben, nécessairement, quand ça vient avec le gouvernement, ça vient aussi avec les incitatifs financiers. Est-ce que la bourse du carbone peut être appliquée? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres sortes de financements qui vont aider le projet à aller plus loin? Donc, ça donne un petit peu un topo de la séquestration. Oui, ça vaut la peine de s'y intéresser. Ce n'est pas un projet qui est simple, mais c'est un projet qui va s'étirer on va parler en décennies. Donc, c'est un projet qui va s'étirer sur une certaine période de temps. Puis, ça vaut la peine de commencer à s'y intéresser maintenant. Merci.